quelle raison? Quand vous lisez, aucun parti n'est en règle. n'est en règle. Que ce soit le grand parti, au petit, que ce soit le parti au pouvoir d'alors. Le RPG, l'UFDG, l'UFR l'ont pas toujours que fait. le RPG, le RPG est arrivé au pouvoir en 2010. Mais avant, le PIP, le RPG, et donc les autres formations politiques. Ces partis-là, qui ont été des partis de la mouvance, et d'autres formations politiques, malheureusement, aucun parti politique, comme cela est défini dans les textes, ne respecte cela. Mais il faut imposer le respect des textes aux partis politiques. Si on veut respecter le respect des textes dans d'autres domaines, cela est normal et surtout c'est fondamental. C'est un domaine fondamental. Oui, c'est un domaine où il doit avoir un certain nombre de rigueurs, un certain nombre de fonctionnements vertueux. Voilà, justement. Mais ce qui s'est passé là, ça a été annoncé dans la foulée. Et moi, j'ai l'impression que ce qui a certainement freiné cette démarche, c'est qu'on s'est dit finalement que la plupart des partis qui soutiennent aujourd'hui le CNRD sont des partis qui sont les premières cibles. Voilà, les premières cibles de l'application de cette mesure. Alors, en procédant ainsi, vous allez les frustrer parce que vous ne leur donnez rien. Et ils le font en espérant. Mais bien sûr, ils ne leur donnent rien. Ces partis ne sont pas entretenus. Aucun copec n'est donné à ces partis politiques. Et ça, donc, c'est le bénévolat. Non, dans l'espoir que les choses vont marcher. Ils vivent d'espoir. Voilà, ils vivent d'espoir du jour au jour. Ces partis politiques. Alors, on leur donne rien et après, on veut venir les frustrer. Non, vous savez, l'espoir fait vivre. Ça, je suis d'accord. Voilà. L'espoir, on a vécu de l'espoir pendant des années dans ce pays-là. Et jusqu'à présent. Tous les jours, on nous dit que ça va aller. Par le passé, on nous disait tout le temps il faut serrer les ceintures, ça va aller. Et on rigolait, on a rigolé même que les ceintures. Voilà, donc on a même failli perdre nos reins, pas tellement qu'on a serré les ceintures. Alors donc ça, c'était que cela soit dit en passant. Et donc, vous les frustrez et vous créez des problèmes à vous-même. Alors, aujourd'hui, sinon, ce qui est normal, il faut l'exécuter. Il y a un peu longtemps, c'est vrai que moi, j'ai suivi, il y avait on s'était mis à la tâche. Il y a des commissions de travail, selon les informations que j'ai eues, qui ont été formées. La logistique mobilisée. Et parce qu'à un moment, j'ai même entendu que le garage gouvernement avait été sollicité pour mettre beaucoup plus de véhicules à la disposition du ministère de l'administration du territoire. En tout cas, on me disait que le parc automobile est suffisamment fourni pour permettre aux délégués d'aller dans les différents partis politiques. Donc, tout a été fait et même les termes de référence ont été élaborés. Ça n'a pas été fait. Il faut trouver les explications ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas malheureusement le côté technique. Et c'est autre chose qui a dicté la non-tenue de la non-application. Oui, mais bien sûr, bien évidemment. Et ça, je peux le dire, ça risque d'être démenti après. Et c'est vraiment regrettable parce que quand on prend une décision, il faut l'appliquer. Ou si vous ne le faites pas, et parce que tout pouvoir public est amené à se désister. Bien évidemment, face à l'impro... Oui, justement. Voilà, face à une certaine situation, vous êtes obligé de vous désister. Et quand vous désistez, il faut expliquer. Parce que le combat, on dit le recul du bélier, c'est pas forcément la fin du combat. On prend une initiative, il y a une décision qui est annoncée. Et alors, on se désiste, après on laisse comme ça. Et pour eux, on n'a pas l'obligation d'informer le peuple. Vous avez informé le peuple de l'application. Et après, vous n'informez pas le peuple pourquoi vous n'avez pas appliqué cette décision. Mais ça, c'est manquer du respect. C'est manquer du respect au peuple. Mais comme on a un peuple qui accepte. Je ne suis pas pour la limitation du nombre de partis politiques. Personne ne l'a dit. Non. Allez-y. Donc, à un moment donné, ça fait l'objet des débats, non? Non, mais ça, ici, le débat, c'est le communiqué du ministère. J'en viens, est-ce qu'on peut me laisser terminer? Je vais venir au bout. Vous avez la parole, monsieur. Par contre, je suis d'accord lorsqu'il est question de parler du toilettage. On parle de la recomposition de la classe politique. C'est de ça dont il est question. Exactement. Alors, tout le monde sait comment ça se passe. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. La fois dernière, quelqu'un a attiré mon attention par rapport au sport. Vous ne savez pas si vous êtes au courant qu'au sein même du sport, il y a 7 fédérations de sportifs qui sont gérées par un couple. Alors, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui au sein de la classe politique. Donc, si les autorités décident de faire la recomposition ou de faire un toilettage au sein des partis politiques, je pense que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le plus souvent, lorsqu'il est question de convoquer, mais sur des critères bien sûr qui vont être établis, sur la base des critères. Qui s'ajouteront ou qui vont faire
table rase sur non, pas table rase. La règle qui régit la charte des partis politiques. Les règles, les principes sont déjà édictés. Oui, mais les principes qui régissent quand même le mode de fonctionnement des partis politiques, on le sait. Oui. Il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Lorsque vous devez créer un parti politique, il y a ces partis politiques qui n'ont même pas de siège. Et vous êtes d'accord avec moi que le plus souvent, lorsqu'il est question de dire qu'on va recomposer la classe politique, il y a des partis politiques, il y a des grands politiques, il y a des grands partis politiques. Il y a certains qui s'opposent pour dire non, il n'est pas question de dire parti politique petit ou grand parti politique. Par contre, lorsqu'il est question de convoquer, d'inviter les partis politiques à une rencontre ou bien à un dialogue, on dit non, on ne peut pas s'asseoir avec tel parti politique parce qu'on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas le même poids sur l'échiquier électoral, etc., etc. Donc je pense que si les autorités décident de faire une recomposition et de toiletter au sein des partis politiques, c'est tout à fait normal. Maintenant, je reviens sur la communication de Mori. La fois dernière, Mori l'avait dit même à l'occasion de la synergie qui avait été organisée. Mori Condé, à l'occasion de la synergie qui avait été organisée par les radios et télévisions privées, il avait annoncé aller vers, n'est-ce pas, les partis politiques. Aujourd'hui, c'est vrai que rien n'est fait. Il devrait y avoir une communication dans ce sens. Mais je me dis quelque part, est-ce que ça ne coïncide pas avec ce que le Premier ministre a entamé? Non, ce que le Premier ministre a entamé tout à l'heure. On a entendu le Premier ministre la fois dernière qui dit que le président l'a mandaté pour aller vers les partis politiques, pour appeler Paul Pierre, ça, pour venir au bout de la table. Attendez, oui, mais non, faites pas l'amalgame. Non, vous perdez mélanger les choses. Oui, vous perdez. C'est totalement différent. Non, totalement différent. Non, le contrôle de l'égalité des partis politiques relève du ministère de l'administration. C'est différent du dialogue. C'est totalement différent. Je parle justement. On progresse. Non, je parle toujours par rapport à ce que le ministre Mori Condé est censé faire suite à ce communiqué qui a été publié pour aller vers les partis politiques, les rencontrer. C'est de ça. C'est un exemple que je donne quand je parle du cas du Premier ministre qui avait évoqué la fois dernière. C'est pas lié. Monsieur Sadibou Cheikh, c'est pas lié. Oui. Très rapidement, on avance, on est bousculé par le temps. Oui, alors le principe que les partis politiques soient contrôlés par le ministre de l'administration du territoire, c'est un principe que j'entends bien. Mais je m'interroge sur sa pérennité dans le temps. Parce que si nous dépassons la transition, on peut supposer qu'à un moment donné, que c'est quelqu'un d'un parti politique qui doit être contrôlé, qui sera appelé à contrôler les partis politiques. Je suis en train de penser, par exemple, du temps où le RPG était là, que le ministre soit quelqu'un qui était déjà dans les instances du RPG. Est-ce que celui-ci, objectivement, peut contrôler l'existence, le mode de fonctionnement des partis politiques? Mais les critères sont là. Non, attention. Respecter la loi à ce niveau. Quand à un moment donné, l'État, quand à un moment donné, ce climat de confiance, à un moment donné, et Boubacar Sangou, à ce niveau, à ce niveau également. Ce qu'il dit a du sens. Non, attendez, je suis bien d'accord. Le fonctionnement de l'État n'est pas dissocié du fonctionnement des partis politiques. Si l'État est confondu aux partis politiques, le débat s'oppose. L'État, c'est les partis politiques. D'accord. Dans ce pays-là, malheureusement. On progresse. En tout état de cause, jusqu'ici, on n'a vu aucun émissaire du MATD dans le siège ou dans le QG d'un des partis politiques dans le pays, alors que 48 heures nous séparent de la date indiquée dans le communiqué signé par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On en a parlé hier, Monyouma Sissé, la situation à Alport. Al-Barek est aujourd'hui très en difficulté par rapport à la situation liée à l'ancien président Alpha Condé. Quelle est la nouveauté aujourd'hui? Non, la nouveauté, c'est que selon les informations que nous scrutons de très près, et donc le CNRD n'est pas prêt à abdiquer, n'est pas prêt à renoncer à son rapport de force avec Ankara, en menaçant les intérêts de Ankara ici à Conakry, en Guinée. À travers Alport Conakry. En général, il n'y a pas que Alport, il y a autre chose. Et peut-être que ça va aller graduellement, mais ne l'espérons pas. Mais c'est ce qui risque de se passer et c'est ce qui se dessine malheureusement. Et parce qu'il se dit, dans l'échelle qui a été fixée par le CNRD, c'est une question de stabilité. C'est une question de survie d'un régime. Et parce qu'il trouve le président Alpha Condé comme étant une grosse menace pour le régime. Alors, si nous tenons compte de cette échelle-là, Al-Barak ne représente pas grand-chose, si nous tenons compte de cette échelle. Mais malheureusement, ce n'est pas cette échelle qui vaut pour l'appréciation des Guinéens. Alors ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur est d'abord de passage, il est important, et je le disais avant de rentrer dans ce studio, il y a Sanso qui m'a envoyé un article de Jeune Afrique, et j'ai vérifié, et malheureusement,
j'ai trouvé que le Jeune Afrique, le ministre des Affaires étrangères n'a parlé avec aucun journaliste de Jeune Afrique pour qu'on rapporte qu'il a dit... Lequel des ministres des Affaires étrangères? Le ministre des Affaires étrangères. Le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Et qui est le ministre des Affaires étrangères? Prix Nobel, je ne pense pas que dans l'article il est dit qu'il a échangé avec un journaliste. Mais c'est plutôt une rencontre entre lui et l'ambassadeur turc en Guinée qui est rapporté. Donc il est possible que Jeune Afrique ait été informé. Non, j'y viens. Ça aussi, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez écouté les deux parties? Vous avez appelé l'ambassadeur? Non, je n'ai pas besoin d'écouter les deux parties. Non, mais attendez, monsieur c'est Jeune Afrique que j'ai lu. Vous-même, vous nous dites... Jeune Afrique que j'ai lu. Vous dites régulièrement les autorités guinéennes peuvent décider une chose, dire une autre, et le plus souvent, nous dénonçons régulièrement le fait que les gens ne s'assument pas dans notre pays. Alors, et jusqu'à preuve du contraire, je parle de quelqu'un de très grande vertu, de quelqu'un qui ne s'est jamais dédié. Est-ce que vous avez écouté les deux parties? Et malheureusement, ce qui est coutumier chez Jeune Afrique, c'est des légèretés, qu'il m'en excuse, mais on en a souvent parlé dans les différentes émissions, dans nos médias, et depuis très longtemps. C'est des légèretés dans des articles produits par ce grand magazine. Et moi, c'est pourquoi j'aime souvent lire, j'aime beaucoup plus lire les articles d'opinion de Jeune Afrique que des articles d'information. Et parce que dans la plupart des cas, ils n'informent pas, mais plutôt ils désinforment. Ah bon? Oui, bien évidemment. Et ça, c'est regrettable. Peut-être on aura le temps d'en parler. Sinon, je connais ils ont des très grands journalistes. Le correspondant d'ici, c'est un journaliste que nous connaissons qui est très bien. Et c'est pourquoi le plus souvent, des articles de ce genre d'opinion, de manipulation ne sont pas signés par le correspondant parce que lui, il ne peut pas signer un article de ce genre-là. Alors, et pour revenir maintenant à ce sujet, et c'est vrai, il s'est passé, j'ai rappelé tout à l'heure cette échelle-là qui permet à la junte de prendre cette décision est très regrettable. Et l'autre chose, ça se susurre et on est en train de grommeler dans l'oreille du président qu'il s'est passé un cas comme ça avec Alpha Condé qui est allé interrompre le contrat de Zetma Guinée en 2010 et ça c'est vrai et parce que ça s'est mal encore là aussi pour commenter ça aussi. Ça s'est mal passé, c'est pourquoi la Guinée a été condamnée. La Guinée a été condamée et parce qu'on a estimé que la rupture était abusive unilatérale et c'est ce que Alport va faire pour assigner la Guinée. Oui, bien évidemment, si jamais les choses se maintiennent ainsi, mais ça a tout l'air. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que les conditions de signature de ce contrat sont en train d'être revues. Et vous savez qu'on a... mais ça doit être revisité, c'est tout à fait normal. Cela est passé sous silence. Et parce qu'à l'arrivée de la junte, c'était encore très de l'amitié. Et puis les relations étaient très bien entre Alport et le CNRD. On a même vu la visite ici en Guinée du grand patron de Alport. Et en plus, tout ce que Alport a fait pour permettre au pouvoir de s'installer, le pouvoir devrait en être reconnaissant pour laisser Alport continuer, et en dépit de tout ce que les gens venaient rapporter. Et parce qu'il y a encore des oppositions à ce contrat. On connaît l'ancien député, il y a des anciens travailleurs du port qui ont été remerciés. C'est Cheikh Touré à l'issue. Cheikh Touré de Kaloum. J'en connais assez et qui applaudissent des deux, mais c'est ça aussi malheureusement la Guinée. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, et parce qu'ils disent que c'est la justice de Dieu qui est en train d'être faite. Justement. Sans compter l'ascension fulgurante de certains cadres là-bas. Et pour vous dire que ça va être très compliqué, parce que le patron de Alport, c'est un très proche de Erdogan. Et on nous dit d'ailleurs que Erdogan a une action dans Alport. Et parce que ce patron, il est le président des investisseurs turcs en Afrique. Et donc on se dit qu'en persécutant ou en agissant de cette façon contre Alport, ça peut avoir un impact sur donc la décision de Erdogan. Et ce qui reste ça dépend des relations que Erdogan entretient avec Alpha Condé. Aussi. Alors si les relations sont au-dessus de l'intérêt que Erdogan a en Guinée, et malheureusement pour la junte, Erdogan ne va pas libérer Alpha Condé. Si c'est tout le contraire, donc Erdogan considère ses investissements en Guinée au détriment d'Alpha Condé, et donc il va se passer quelque chose d'extraordinaire et que nous allons ici on a aussi apprécier. Je vais aller très vite. Je vais citer l'article que Monument a brocardé tout de suite là. Alors, il est indiqué dans cet article que avant l'évacuation du président Alpha Condé en Turquie, il lui a été assuré
qui ne serait jamais ramené contre son gré. Ça, c'est explicitement mis contrairement à la première fois. À l'intérieur de l'article. Et alors, ce qui est aussi faux, selon des informations. Oui, mais le communiqué quand même de la junte qui a annoncé la libération d'Alpha Condé contredit aujourd'hui son exigence de voir le même Alpha Condé. On dit qu'il y a un accord entre Alpha et la destination. La destination à Alpha Condé, Turquie a été dictée à Alpha Condé. Donc ce n'était pas le choix, ce n'était pas ce qu'Alpha Condé a proposé. Voilà, c'est ça, justement. Ça aussi, il faut le rappeler pour démontrer la fausseté dans tout ce qui est en train d'être raconté. Par qui? Il est en train de commenter l'article de Jeune Afrique. Ah, c'est Jeune Afrique? Non, il est en train de commenter l'article. Ça, c'est Monument Sissi. Alors, on se rappelle tous des conditions dans lesquelles le contrat de la convention avec Al-Bayrak avait été signé. Ce n'est pas très évident que celui au profit de qui ce contrat a été signé dans ces conditions-là, puisse lâcher Alpha Condé. Parce que si ça avait été fait de cette façon, c'est vraiment en tenant compte des liens de leur amitié. Des liens d'amitié entre Alpha Condé et Erdogan. C'est pas nécessairement parce que aujourd'hui Alpha Condé est en mauvaise posture que Erdogan puisse faire l'impasse sur ce contexte particulier, ce contexte historique-là. La dernière chose, il faut aussi tenir compte de la personnalité d'Erdogan. Il n'est pas très évident qu'Erdogan se plie aux exigences de la junte en Guinée. C'est quelqu'un qui tutoie les autres grands de la planète. C'est pas très évident pour son image qu'on rapporte que sous la pression du président de la transition en Guinée, il est cédé. D'accord. Oui, et on a encore 2 petites minutes, Oui, d'abord, ce qui est important à souligner, il y a cet aspect géopolitique qu'il ne faudrait pas occulter dans l'analyse, surtout à cette dimension-là. Premièrement, ce que les gens ignorent, vous savez, on est en train d'aller sur la mauvaise piste, où le choix qui est opéré par le CNRD est un mauvais choix. Pourquoi? Vous savez, c'est la représentation qu'il faut avoir aujourd'hui de la Turquie. C'est l'orgueil du monde arabo-musulman. Ça, c'est l'enjeu religieux derrière ce bras de fer qui commence à s'annoncer, à s'enliser. Pourquoi l'enjeu, cet enjeu musulman? La Turquie, c'est quand même l'héritière de l'Empire ottoman. Bien entendu. Il faudra connaître. Ils ont commandé aussi le monde entier. Il y a des sociétés qui sont des sociétés qui ont quand même géré l'humanité. C'est la Turquie, c'est l'Égypte, c'est la Mongolie, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Éthiopie. Donc ces pays ont cet orgueil historique, à la fois historique et surtout qui commence à avoir une ascendance sur toute l'humanité. Maintenant, vouloir rompre cet orgueil, cette fierté historique, c'est comme si on tutoyait le passé de tout un peuple, ou surtout comme si on avait l'impression de cracher sur la mémoire historique de la Turquie. Ça, c'est le premier aspect de l'analyse. Le second aspect, non, parce qu'il y a d'abord non seulement la méconnaissance de l'histoire, mais aussi il y a la mauvaise foi qui caractérise toutes les actions aujourd'hui de la junte. L'autre aspect, l'enjeu géopolitique international. Vous savez, on va attendre après la pause, on va rentrer avec le deuxième aspect. L'émission C'est bien, on refait le monde. On va partir à la pause puisque le service commercial aussi nous talonne pour faire des entrées d'argent. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission On refait le monde.